dans le journal de Vue d'ailleurs, vuedailleurs.com, un site qui couvre toutes les rubriques d'un média, à la fois un volet santé, une rubrique internationale, politique, économie, sociale. Il y a une colonne opinion, je vous invite à la regarder. Eh bien, dans cette séquence, nous allons mettre un coup de projecteur sur quelques articles et procéder à une interview pour vous faire découvrir les contenus de ce média. On met le cap sur l'actualité internationale, l'Afghanistan dans l'impasse face aux talibans, alors que l'évacuation des Occidentaux et des Afghans les plus menacés se poursuit dans des conditions périlleuses. La sécurité ne semble plus assurée, des explosions ont fait des dizaines de morts et le pays est à l'arrêt. Les caisses sont vides, s'y ajoute une crise humanitaire. Des centaines de milliers de personnes ont été poussées sur les routes par la guerre et la sécheresse. Des dizaines de milliers de familles s'entassent dans les rues de la capitale dans des conditions dramatiques. La situation était déjà tendue. En ce moment, elle s'aiguise encore. À l'aéroport de Kaboul, des scènes de détresse ont lieu quotidiennement. Des mères confient leurs enfants à des soldats américains sans savoir si elles pourront franchir le mur pour fuir. Mais du côté des femmes de la résistance, encore à noter, de plus en plus nombreuses à refuser de se soumettre. Il y a notamment l'une des présentatrices vedettes de la TV afghane, Shabnam. Elle s'est vue refuser l'accès à son bureau, son studio étant occupé par des talibans. Elle a reçu des menaces de mort après avoir lancé un appel à l'aide sur Internet. De plus en plus de femmes refusent de se soumettre. Elles manifestent même à visage découvert. Dans un instant, on passe à l'actualité française. Bienvenue dans la rubrique Actualité française. 12 millions d'élèves, 860 000 enseignants s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école ce jeudi 2 septembre. La tonalité de la conférence de presse du ministre de l'Éducation nationale était plutôt sereine. En effet, 89% des professeurs sont en passe de présenter un schéma vaccinal complet, a-t-il déclaré. Du côté des enfants de 12 à 17 ans, eh bien 57% des jeunes sont vaccinés. Et puis la campagne de vaccination bat son plein. Des tests sont encore organisés, seront organisés à la rentrée. 600 000 tests salivaires vont être organisés chaque semaine dans les écoles. Et puis c'est le protocole sanitaire numéro 2, niveau 2, qui a été choisi, ce qui implique que les cours se dérouleront essentiellement en présentiel. Les gestes barrières sont toujours de mise, bien évidemment. Le masque obligatoire, le brassage par niveau, l'aération favorisée. Voilà les process qui ont été annoncés hier. Et puis, si un cas de Covid-19 est détecté dans une classe, deux possibilités. En primaire, la classe sera carrément fermée. Dans le secondaire, les élèves vaccinés pourront rester en présentiel une fois qu'ils auront été testés négatifs. Quant aux non-vaccinés, ils seront considérés comme cas contact et devront s'isoler. On le comprend bien, l'objectif c'est de tout faire pour garder l'école ouverte. Et puis, le projet d'acquisition de capteurs de CO2, c'est un projet important énoncé par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Il est sur la table, mais la coordination avec les régions est délicate, elles sont en charge. De ce fait, le ministre a même déclaré qu'il est approprié d'ouvrir les fenêtres. C'est peut-être une nouvelle forme de l'open éducation. Et oui, le ministre a dit que même si ce n'est pas central, le plus important, c'est d'ouvrir les fenêtres le plus souvent possible. On revient à quelque chose de bon sens pourvu qu'il ne fasse pas trop frais en cette rentrée. On se retrouve pour l'actualité économique dans un instant. Bienvenue dans la rubrique économique. Quid de la croissance économique dans le monde en cette rentrée? Quel impact du variant Delta? Autant de questions pour mon invité. Et quel invité? Il s'agit de Frédéric Rollin, stratégiste chez Pictet Asset Management. Frédéric Rollin, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Pour mémoire, on le rappelle pour les invités, Pictet AM, c'est pas rien. Un groupe qui représente
Combien d'encours? Quel développement en ce moment? Alors nous, on a plus de 200 milliards d'encours. Notre développement qui est assez fort aujourd'hui, c'est sur les investissements thématiques, actions thématiques, c'est-à-dire nouvelle énergie, sécurité, environnement aussi, ou tout simplement, un peu plus classiquement, le digital. Donc un gros développement de ce côté-là, puis aussi un développement dans les actions régionales, notamment un fort développement dans les actions chinoises et dans les actions asiatiques. Alors, je reviens au contexte marché. On était dans une ambiance, j'exagère un peu en disant euphorique, mais enfin, les clignotants étaient ouverts, et puis d'un seul coup, là, ça pourrait être en train de changer. Quelle est l'humeur et quelle est votre analyse surtout? Oui, alors des investisseurs très optimistes, un marché, notamment le Standard & Poor's 500, donc le marché des actions américaines, qui lundi dernier avait battu pour la 48e fois son record historique, pratiquement un jour sur 3. Donc un marché très haussier et qui ne consolide pas. Et puis aujourd'hui, on a quand même quelques signes d'essoufflement des marchés, notamment pour plusieurs raisons. Un ralentissement économique aux États-Unis, un ralentissement économique un peu plus marqué en Chine, et puis enfin l'arrivée du symposium de Jackson Hole, où les banquiers centraux vont discuter, et surtout où Jérôme Powell, tout à l'heure, va discuter peut-être de futures décisions de la politique monétaire. Donc 3 nuages qui s'annoncent aujourd'hui sur les marchés, qui expliquent que les marchés sont aujourd'hui un petit peu plus hésitants. La Fed, ça demande toujours à être bien cerné. C'est vrai qu'on a connu une période de politique monétaire extrêmement accommodante, et puis ces derniers jours, on a commencé à entendre des voix un petit peu plus dissonantes. Qu'attendez-vous ou qu'espérez-vous et comment pouvez-vous comprendre le positionnement de Jérôme Powell, président de la Fed, dans ce contexte? Alors Jérôme Powell est plutôt ce qu'on appelle une colombe, c'est quelqu'un qui va aimer plutôt, en tout cas c'est son histoire, mettre en place une politique monétaire plutôt accommodante. Et effectivement, aujourd'hui, la politique monétaire de la Banque centrale américaine n'a jamais été aussi accommodante, alors même que la croissance économique américaine n'a jamais été aussi forte. Donc à un moment donné, il va falloir corriger. Et aux dernières minutes, au dernier compte-rendu du comité de politique monétaire, on a vu que ce qu'on appelle les faucons, c'est-à-dire ceux qui voudraient resserrer la politique monétaire, ont donné un petit peu plus de voix, et que cette politique qui consiste à acheter des obligations américaines pour donner des liquidités, notamment aux banques, pourrait se réduire. Historiquement, ça s'est souvent passé. À Jackson Hole, les banquiers centraux avant lui ont pris cette opportunité pour parler au monde et dire, voilà, la Banque centrale américaine va bientôt faire ceci. Et si Jérôme Powell parlait directement, ça serait, va bientôt réduire ses achats d'actifs, resserrer sa politique monétaire. Donc c'est ce qui est attendu par beaucoup d'investisseurs. Nous, ce n'est pas exactement ce que nous attendons. Nous pensons qu'il fallait que la Banque centrale américaine donne un petit peu de voix au faucon pour rajouter un petit peu de crédibilité, mais qu'au fond, depuis 2 mois, ce qu'on a vu, c'est une progression du variant Delta, une chute de la confiance des consommateurs, un ralentissement mondial qui justifierait plutôt, au fond, que c'est ce qu'on appelle le tapering, donc la réduction des achats d'actifs, soit reporté un petit peu plus loin. Donc au fond, peut-être une bonne surprise cet après-midi. En tout cas, c'est ce sur quoi nous tablons chez Pictet Asset Management. Alors, la Fed, c'est bien sûr essentiel, mais il y a d'autres banques centrales. Ce qui m'a surpris cette semaine, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir ça en cette rentrée, la Banque centrale de Corée du Sud, qui relève son taux d'intérêt pour la première fois en près de 3 ans. Est-ce qu'il y a des banquiers centraux dans certaines parties du monde qui risquent de paniquer ou d'analyser les choses de manière un petit peu différente de ce qu'on vient de dire sur la Fed? Je crois que dans les pays émergents, dans l'ensemble, on a eu un resserrement monétaire, notamment en Asie. En Chine, principalement, ça a commencé. Pourquoi? Parce que la Chine est sortie très très rapidement de l'épidémie, avec une croissance très très forte, donc ont resserré leur politique monétaire. Et puis beaucoup de banques centrales émergentes, pour lesquelles la crédibilité est importante, ont dû resserrer leur politique monétaire avec la hausse de l'inflation. Au fond, les États-Unis, c'est le dollar, et ils peuvent se permettre d'avoir un petit peu plus d'inflation. Le dollar ne va pas perdre sa crédibilité pour ça. Dans les pays émergents, c'est une autre affaire, donc il faut resserrer sa politique monétaire assez rapidement dès qu'il y a de l'inflation. C'est ce qui s'est passé, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup de banques émergentes ont resserré leur politique monétaire, qu'elles continuent, mais je crois qu'il y a une banque qu'il faut vraiment regarder, qui est la plus importante, après la Fed, peut-être même un peu plus importante ces derniers temps que la Banque centrale américaine, c'est la PBOC, la Banque centrale chinoise, qui a donné des signes
cette fois-ci de réassouplissement de politique monétaire. Donc on voit que les deux banques sont naviguent complètement à l'opposé en fait. La Banque centrale américaine va probablement resserrer sa politique monétaire. La Banque centrale chinoise, elle est plutôt en train de l'assouplir. Et ça, c'est une bonne nouvelle, alors même que les actions chinoises sont au tapis. C'est probablement un beau moment pour revenir sur les actions chinoises. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais dans les semaines qui viennent. Alors les statistiques également, elles nous disent beaucoup sur l'état des lieux sur les États-Unis. On avait eu beaucoup de bonnes nouvelles quand même sur la consommation aux États-Unis. Quelle est votre lecture en ce moment, ou quel chiffre faut-il regarder plus? Vous avez évoqué l'inflation tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Alors l'inflation, je dirais, c'est déjà un problème presque ancien. L'inflation était fortement montée, mais là on commence à voir les indications, et c'est ce que nous pensions, que l'inflation est en train de se stabiliser. C'est un phénomène temporaire dû essentiellement à l'épidémie. On a eu une très très forte reprise aux États-Unis pendant les 2 premiers trimestres, mais ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et notamment avec la consommation, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que cette reprise est en train de ralentir, avec des chiffres de consommation qui sont un peu moins bons, avec des chiffres surtout de confiance des consommateurs qui sont quasiment effondrés en fait, probablement le variant Delta, probablement aussi les effets de l'inflation qui ont grignoté sur le pouvoir d'achat, et puis des chiffres d'immobilier aussi qui ont été excellents. Donc les prix de l'immobilier continuent à être plutôt solides, mais par contre on voit que l'activité immobilière est en train de se réduire. Donc dans l'ensemble, aux États-Unis, plutôt des chiffres qui marquent un ralentissement. Bon, en grande partie naturel. Les chiffres que nous allons regarder, c'est les chiffres qui regardent directement la Banque centrale américaine, sont toujours les mêmes, ce sont les chiffres de l'emploi. La Banque centrale américaine, si elle hésite aujourd'hui à resserrer sa politique monétaire, c'est que les chiffres de l'emploi au cours des derniers mois n'ont pas été si bons que ça. Les Américains ne reprennent pas véritablement aussi fortement qu'on aurait pu le penser le chemin de l'emploi. Si jamais on a de très très bons chiffres d'emploi vendredi prochain, et puis l'autre premier vendredi donc du mois d'octobre, à ce moment-là, la Fed devra resserrer sa politique monétaire et ça aura un impact sur les marchés. Alors ces derniers mois, on avait beaucoup parlé des plans, les annonces de plans, c'est joli, c'est bon pour la com, c'est bon pour la politique, mais aux États-Unis, il sort au forceps le plan fiscal. Quand est-ce que ça va jouer, que ça va avoir un impact sur l'économie américaine, d'après vous? Alors ça, c'est une partie difficile, c'est-à-dire qu'effectivement, on a eu des annonces très très fortes en début d'année, avec un plan de 1900 milliards qui a été fourni aux États-Unis et qui a été plus fort que prévu et plus rapide, et puis ensuite des annonces de plans, et je dirais au regard du premier plan qui avait été un succès total, les marchés sont un petit peu emballés sur les annonces qui ont suivi. Or, ce qu'on voit, c'est que les républicains sont quand même fortement ancrés évidemment dans une opposition farouche au plan démocrate, et que les démocrates eux-mêmes sont plutôt divisés. Vous avez certains sénateurs, notamment M. Manchin, qui est sénateur de Virginie, qui lui est plutôt contre ces plans, en tout cas veut un petit peu plus de modération. Donc au fond, une majorité qui est difficile à trouver pour les démocrates, sachant qu'en plus on s'approche quand même chaque mois évidemment des élections de mi-mandat, et qu'on voit que les républicains en fait pourraient reprendre le contrôle des chambres aux élections de mi-mandat. C'est en tout cas quand on regarde les différents paris qui sont faits chez certains brokers, on voit que les républicains maintenant ont une cote un petit peu meilleure que les démocrates pour la reprise du Sénat. Alors, les parieurs n'ont pas toujours raison, mais c'est un indice assez intéressant, et donc je crois qu'aujourd'hui les républicains finalement ont assez bon jeu de continuer de faire opposition. Donc des plans qui vont être pour nous votés évidemment, mais de façon plus tardive et probablement sur des montants inférieurs à ce qui était prévu. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour les marchés, même si quand même, je pense que la plupart des analystes ont bien compris que ça serait difficile. Pour terminer, est-ce qu'il y a une thématique, vous avez beaucoup de fonds chez Pictet, qui nous permettent de jouer ces défis que présente le marché en ce moment? Ouais, je crois que le grand défi aujourd'hui, c'est le défi environnemental, c'est le défi climatique. Effectivement, chez Pictet Asset Management, d'ailleurs chez beaucoup aussi d'investisseurs et de sociétés de gestion, eh bien, nous avons des stratégies qui sont orientées vers l'environnement, qui sont orientées vers les énergies propres, et on voit que finalement, au-delà des cycles économiques, au-delà des variations de politique monétaire, ces stratégies ont tendance à plutôt bien performer, tout simplement parce que la demande
est structurellement là. Elle est même de plus en plus forte avec les plans européens qui sont aujourd'hui en train d'être mis en place. Merci beaucoup. Frédéric Rollin nous a fait l'amitié de passer par le studio de TV Finance du JT de Vue d'ailleurs. Il est stratégiste chez Pictet Asset Management, 200 milliards tout de même sous gestion. Merci encore pour cet entretien. Tout de suite, on passe à la rubrique culturelle. Le festival Série Mania 2021, c'est là où commencent les séries, l'intitulé de ce festival qui n'avait pu avoir lieu l'année passée ni l'année d'avant. Et bien là, le coup d'envoi est lancé depuis le 26 août jusqu'au 2 septembre. Ça se passe à Lille. Et vous le savez, on a regardé beaucoup de séries pendant la pandémie. Il est temps de mettre un coup de projecteur sur les auteurs de ces séries, sur les producteurs. Il faut dire que ce festival Série Mania, c'est l'un des principaux du secteur. Il peut être vu également sur Internet avec tout un cortège de vedettes. Près de 60 séries inédites venues de 21 pays y sont présentées. Et puis en parallèle des projections, pendant 8 jours, se succèdent des ateliers éducatifs, des animations, des séances de dédicaces. Parmi les personnalités invitées lors de rencontres éclectiques, il y a l'ancien Premier ministre Édouard Philippe ou Delphine Horviller, rabbin, qui dit que la Bible, c'est le meilleur des scénarios des séries, ou encore l'acteur et réalisateur Olivier Marchal. Le public découvre également en exclusivité de nouvelles séries. C'est le cas de Jérusalem, écrit par David Ackerman, des épisodes de séries à succès comme la saison 2 de Mytho, en octobre sur Arte, et puis le premier volume de la partie 5 de Casa de Papel, en septembre sur Netflix. Le festival Séries Mania, voulu par sa créatrice, Laurence Herzberg, c'est une véritable fête populaire également, et l'assurance que l'on a encore de belles heures devant nous pour nous détendre grâce à de belles productions. C'est la fin de ce journal de Vue d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.